Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yozung GTR 650 de 2006. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, le test d'une moto que la plupart d'entre vous ont très certainement oublié ou peut-être même jamais connue. Et ça, bien sûr, c'est possible grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire 4 heures de route afin de me ramener cette machine. Merci encore à lui. Et je précise que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Merci à eux. Donc les amis, déjà, Yozung, ça ne vous parle pas forcément. C'est une marque coréenne qui est distribuée en France maintenant depuis de nombreuses années, mais qui n'est pas très populaire chez nous. Sur ma chaîne, j'ai déjà eu l'occasion de tester cette GTR, mais en version 125. C'est d'ailleurs peut-être la Yozung qui s'est le mieux vendue en France. Et j'avais testé la version Roadster, qui était donc la 650 EFI. C'est une version alimentée par injection. Aujourd'hui, je suis sur la GTR, qui est clairement la sportive, la version la plus radicale. Et vous voyez qu'esthétiquement, ça ne fait pas illusion, c'est vraiment une sportive. On a un carénage bien rouge, un petit style presque à l'italienne. Aujourd'hui donc un modèle de 2006, il faut savoir que c'est la première génération de GTR 650. Comme son nom l'indique, le moteur a une cylindrée de 650 cm3. Il s'agit d'un bicylindre en V à 90 degrés, aussi appelé en L. Ce moteur est à refroidissement liquide et alimenté par 2 carburateurs. Et clairement, quand on lit la fiche technique, on pourrait croire qu'il s'agit d'une copie du moteur de la SV650, vu qu'on retrouve une cylindrée très proche, on retrouve une architecture très proche et une puissance aussi similaire, vu qu'on a 80 chevaux sur cette Yozung. Mais sachez que, bien que ça ressemble beaucoup, il n'y a absolument aucune pièce en commun entre une Suzuki et cette Yozung. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une moto qui est quand même relativement rare en France. Ça s'est assez mal vendu à l'époque, tout simplement car les gens n'avaient pas confiance dans cette nouvelle marque, entre guillemets. Les gens pensaient que c'était chinois et que c'était du bas de gamme. Et c'était renforcé par le fait que la moto était vendue en France très peu cher. C'était environ 1000 € de moins qu'un SV de la même époque. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette moto totalement dans sa configuration d'origine. Enfin, il y a une petite exception. Devant moi, il y a cette bulle fumée d'origine. C'est une bulle transparente. Pour tout le reste, c'est d'origine. Bon, je me doute déjà qu'il va y avoir dans la vidéo 150 000 commentaires disant que ce n'est pas une vraie sportive, c'est un roadster caréné. Eh bien, franchement, la position de conduite est là pour vous contredire. Là, je suis en centre-ville et franchement, la position est très radicale. Devant moi, on a un guidon bracelet. Celui-ci est pris en dessous du thé de fourche. Je suis presque allongé sur le réservoir. Celui-ci est un petit peu large. On a juste des creux pour bien mettre nos jambes. Et on a les repose-pieds qui sont très hauts en arrière. Il faut savoir d'ailleurs que sur cette moto d'origine, les repose-pieds sont réglables sur 2 positions. Actuellement, j'ai clairement la position la plus radicale, la plus piste. Et franchement, la position est beaucoup plus extrême que sur plein d'autres, entre guillemets, sportives modernes. Alors ici, je m'arrête. Et vous voyez que du haut de mon mètre 70, je peux mettre facilement les pieds au sol. J'ai juste le cadre qui m'écarte un petit peu les jambes. Mais franchement, j'ai pas de réelle difficulté pour toucher le sol. Ça, c'est plutôt pas mal. Un premier rond-point. Ça se penche assez facilement. Bon, la moto n'est pas non plus un poids plume, hein, elle est donnée pour 200 kg, ce qui de nouveau la rapproche énormément d'une SV 650S de la même époque. Avec cette position radicale, par contre, il est très difficile pour moi de vérifier les angles morts. Je suis obligé de lâcher le guidon afin de pouvoir me retourner et vérifier ce qui se passe au-dessus de mon épaule.
Ce qui prouve de nouveau qu'au niveau ergonomique, c'est vraiment une sportive. On a des rétros pris sur le carénage et ceux-ci sont obstrués sur environ 30% par mes bras. Si je veux avoir un miroir totalement dégagé, il faut que je pousse le bras afin de mieux voir ce que ça peut refléter. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la moto est d'origine et on a même encore l'échappement d'origine. Vous voyez qu'il est siglé Yozung. Donc c'est une grosse cartouche, un gros silencieux du côté droit. Mais finalement, je trouve que son esthétique n'est pas disgracieuse. Ça s'intègre plutôt bien avec le reste du design de la moto. Et pour l'instant, la sonorité est plutôt contenue, hein. C'est bien sûr un échappement homologué. On a les bruits mécaniques du moteur, mais pour l'instant, même en accélérant un petit peu, c'est très très calme. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule modification apportée sur cette machine, c'est la bulle. Alors je ne pense pas qu'elle soit plus longue que celle d'origine, mais pour l'instant ça me protège que très très peu, hein. Il faudrait vraiment que je m'allonge totalement pour avoir un minimum de protection, et encore comme ça c'est pas dingue du tout, hein. Ici les amis, j'arrive sur le passage à basse vitesse, je suis déjà en première, ça se manœuvre assez bien, mais forcément, la version Roadster serait plus facile à prendre en main. Là, c'est les guidons bracelets qui me limitent un petit peu dans la facilité. Les pneus, eux, sont dans une taille tout à fait standard dans la catégorie. On a du 120 à l'avant et 160 à l'arrière. De nouveau, c'est la même chose que sur un SV. Bon les amis, comme d'habitude, on va essayer de voir ce que ça donne au niveau de l'accélération. Donc je rappelle que c'est une machine simple, il n'y a pas d'aide électronique, le moteur est encore alimenté par carbu, il n'y a pas d'ABS non plus, il n'y a bien sûr pas de shifter, traction control, il n'y a rien de tout ça. La moto donc délivre 80 chevaux pour 200 kg. Et puis bah voilà, c'est parti. Première, et on y va. Donc on arrive à 100 en deuxième, c'est efficace. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus brutal. J'avais le souvenir de la version EFI qui m'avait semblé un peu plus exubérante. Là finalement c'est efficace, sans surprise. Maintenant les amis, on va vérifier si cette sportive braque bien, donc le même protocole que d'habitude. Vous voyez donc que je touche le sol, ça déjà c'est une aide. Je braque à fond, on se retrouve assez vite embuté. Je laisse la moto droite, enfin vous connaissez le protocole si vous regardez régulièrement mes vidéos. Oh, je sens qu'on va sortir. Eh oui, clairement s'il y avait eu un trottoir, j'aurais totalement tapé dedans. Donc de nouveau, même au niveau du châssis, on est clairement sur une sportive. Maintenant, on va refaire une accélération, puis tester le freinage. C'est parti. Je ralentis maintenant, donc frein arrière, ça freine déjà pas trop mal, frein avant. Alors le frein avant a du mordant. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'il y a une énorme garde à l'avant que ça freine. Là, vous voyez, sur toute cette partie, il y a au moins 2 ou 3 cm, il ne se passe absolument rien. Et pourtant, je sais que la moto a été révisée il y a très très peu de temps. Donc au niveau du freinage, c'est correct. Mais on est très très loin des standards actuels, aussi bien en termes de ressenti que de performance. Après, est-ce que ça freine mieux ou moins bien qu'un SV de la même époque? Je dirais que de nouveau c'est assez approchant, hein.
Sur cette machine, vous voyez que les leviers, frein et embrayage, malheureusement, ne sont pas réglables en écartement. Et ça, c'est un peu dommage. Donc actuellement, je suis en train de cruiser, je suis en 4e, à un peu moins de 60 km/h, je suis à 3500 tours. Ça vibre très peu, ça fait très peu de bruit. La moto est agréable. Si je veux réaccélérer, ça repart tout de suite. Franchement, le moteur semble finalement relativement polyvalent. Au niveau des commodos, c'est extrêmement simple, c'est la même chose que sur les japonaises de la même époque. Sur la gauche, on a tout ce qui gère l'éclairage, on a aussi un feu de détresse, on a la tirette pour le starter vu que c'est à carbu, et à droite, démarreur, coupe-circuit ainsi que des feux de détresse, ce qui est pas mal pour une moto de cette époque. Le compteur, lui, est divisé en deux parties. On a déjà un compte-tours à aiguille et très visible, et un écran à cristaux liquides avec une couleur un peu jaune fluo, et malheureusement c'est très difficilement lisible. On peut régler l'intensité du rétroéclairage. Actuellement je suis à fond et dès que le soleil tape sur le compteur, j'ai vraiment du mal à lire les infos. Donc sinon on a la vitesse, la jauge de température ainsi qu'une jauge pour le carburant, et puis trip A, trip B, l'odomètre. C'est de nouveau assez simple, on n'a même pas le témoin de rapport engagé. Bon, me voilà de nouveau en agglomération, et franchement ce qui me surprend, c'est à quel point la moto est tranquille. Là je suis à 45, de nouveau à 3000 tours. Ça reprend très bien. Lorsque je reste sur un filet de gaz, ça fait quasiment aucun bruit. C'est vraiment possible de rouler pépère avec cette sportive. Je vais essayer de faire un test de souplesse. Donc là, à 2000 tours, à 30, ça reprend, mais je sens bien que faut pas que je joue de trop. Donc ça reste un bicylindre en L. Donc 2000 tours, ouais, c'est 2000 tours quand même. Hein. En étant mesuré sur l'accélérateur, on arrive à reprendre à 2000 tours. Mais le mieux, c'est quand même de rester au moins à 2005, voire même à 3000, pour toujours avoir une très bonne relance. Vu que la moto est un peu plus chaude maintenant, donc lorsque je lâche les gaz, on a quelques petites pétarades, rien de très fort, mais c'est très agréable à entendre. De nouveau, un passage à basse vitesse. Bon, ça se manœuvre bien, il faut juste avoir l'habitude d'avoir des guidons bracelets. Maintenant, on sort de l'agglomération. Ici, c'est en forte pente, c'est une côte. J'accélère fort. Ouais. En montant dans les tours, on a vraiment pas mal de vibrations qui remontent dans le guidon et dans les repose-pieds. Ça fait plaisir. Et ça pop, j'aime beaucoup. Allez, un petit dodane, je redescends à 30 km/h. Bon, actuellement, c'est très ferme. Sur cette machine, vous voyez qu'on a une fourche inversée à l'avant, elle est entièrement réglable. À l'arrière, on a un amortisseur qui lui aussi est réglable, ce qui est assez surprenant pour une moto entrée de gamme. Et le propriétaire me disait avoir réglé justement assez ferme, vu qu'il lui est arrivé de même faire de la piste et des rallyes routiers avec cette moto. Allez, encore un petit dodane, je suis un peu plus rapide. Ouais, c'est un peu ferme, mais de nouveau, pour une sportive, c'est pas déplaisant. Il y a juste le frein où j'ai vraiment du mal à m'y faire. Cette zone morte me perturbe. Une fois qu'on l'a dépassé, le mordant n'est pas si mauvais, mais vous connaissez mon affection pour les freins qui pilent dès la première pression. Là, c'est tout l'inverse. Maintenant, les amis, nous voilà dans une succession de virages. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau et c'est sec. Il faut juste que je me fasse à ces freins où il faut tirer énormément.
Bref, c'est vraiment le freinage qui me gêne le plus, hein. Sinon, vous voyez qu'avec l'allonge du moteur, on peut quand même s'amuser. Ouais, c'est pas trop mal. Après, bien sûr, on n'est pas au niveau de facilité dans la prise d'angle et dans les virages. Par rapport à une moto moderne, c'est forcément moins bon. Après, est-ce que c'est vraiment moins bien qu'un SV de la même époque? Là, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas testé sa concurrente directe, donc je ne pourrais pas vous dire. Alors, sur cette machine, on a une boîte de vitesse à 6 rapports. Elle fonctionne bien, mais elle n'est pas non plus ultra réactive. Elle claque un petit peu lorsqu'on repasse la première. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Bon, la prise d'info est forcément un peu compliquée. Allez, je me colle en 6. Là, je suis à 115. Je suis à 5500 tours. On va faire une réaccélération. Allez, c'est parti. Ça marche pas mal, les reprises à mi-régime sont bonnes. Le volume sonore n'est jamais trop élevé. On peut envisager de rouler sur l'autoroute sans que ce soit trop gênant. Il faut juste un casque assez bien insonorisé. Forcément, il y a assez peu de protection au niveau du vent pour la tête. Par contre, le carénage dévie un peu l'air pour les jambes. Ça, c'est pas mal. Donc au niveau esthétique, cette GT-R se distingue bien sûr par son carénage, vu que là c'est la version sportive, et ce carénage intègre un feu avec deux lentilles superposées, un peu comme l'aurait fait à la même époque une Ducati 999. Le propriétaire me dit que ce phare de nuit éclaire plutôt bien. Et vous voyez bien sûr que les clignotants sont encore à ampoule halogène, ainsi que le phare arrière. Bon, finalement, cette position sportive, au bout d'un moment, on s'y fait. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous y faites, soit vous revendez la moto. Je pense juste que, personnellement, j'aurais mis les repose-pieds dans la position basse. Là, en position haute, ça fait que j'ai vraiment les genoux très pliés. Allez, ici, on va essayer de suivre cette Audi TT RS. Ça le fait. Bon, je me doute qu'il n'a pas accéléré à fond parce que l'Audi TT RS, c'est un missile. Enfin, cette Yozung GT-R est quand même vraiment pas mal au niveau des perfs. De toute façon, au niveau dynamique, moi, j'ai pas grand chose à reprocher à cette machine. C'est sûr que si on la compare avec des motos modernes, ça paraît un petit peu dépassé. Mais à l'époque, sa concurrente directe, c'était vraiment la SVS. Et les motos, en termes de caractéristiques, sont quand même très proches. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Yozung était la moins chère des deux et la mieux équipée des deux. Maintenant, il faut bien sûr qu'on parle des quelques aspects pratiques de la moto, bien que ce soit une sportive. On a un petit rangement sous la selle passager. On peut y mettre quand même quelques affaires, un gilet jaune, peut-être même un pantalon de pluie si celui-ci n'est pas trop gros.
Par contre, vu que c'est une sportive, rouler avec un passager ne sera pas facilité. Vous voyez que déjà la selle passager est bien plus haute que la selle conducteur, donc la personne peut vous tomber dessus. Au niveau de la consommation, c'est de nouveau assez proche à une SV 650 de la même époque. Le propriétaire me disait osciller entre 5 et 7 litres en fonction de sa conduite. Le réservoir, lui, a une contenance de 17 litres. Donc, de nouveau, rien de vraiment particulier. C'est dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Donc finalement, cette Yozung GTR 650, est-ce que c'était à l'époque une bonne alternative à un SV? Je pense vraiment oui, pour ceux qui voulaient quelque chose d'encore plus radical. Et de toute façon, à l'époque, les gens n'ont pas eu confiance dans Yozung, et la plupart du temps, ceux qui désiraient une moto de ce genre sont allés chez Suzuki, vu que, comme je vous le disais, à l'époque, il y avait un écart d'environ 1000 € entre les deux motos. À l'heure actuelle, sur le marché de l'occasion, il n'y a pas énormément de ces motos en vente, vu que, comme je vous l'ai dit, ça a plutôt été un échec commercial sur notre pays. Néanmoins, on en trouve quelques-unes. Ça ne vaut pas très cher, vu qu'à l'époque, déjà, c'était une moto entrée de gamme au niveau du tarif. Vous pouviez avoir ça neuf pour un peu plus de 5000 €. Maintenant, d'occasion, une en bon état, c'est entre 2 et 3000. Tout dépend bien sûr de l'historique, du nombre de kilomètres. Faites attention néanmoins à tout ce qui peut être habillage, carénage, car il semblerait que trouver des pièces pour ce genre de moto est devenu quasi impossible. Par contre, pour l'entretien mécanique, le propriétaire me disait qu'il trouve encore tout ce qu'il lui faut en commandant les pièces directement en Corée. Au niveau de la fiabilité, il semble que ce soit très correct. Le propriétaire l'a depuis maintenant 16 ans. Et il fait la plupart des entretiens lui-même. Il me dit ne jamais avoir eu de gros problèmes avec cette machine. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire concernant la GTR 650. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez possédé cette machine, n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé pour vous. Votre avis sera très intéressant. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'être venu de loin pour me prêter cette moto en parfait état. C'était super sympa de sa part. Si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, proche de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous l'aurez compris, grâce à mes abonnés, je propose très régulièrement des tests de ce genre. Je vous dis à bientôt, et bien à tous. Donc forcément, si vous essayez de trouver une sportive de ce genre avec environ 80 chevaux et un moteur en L, vous avez maintenant sur le marché de l'occasion le choix entre cette GTR 650, vous avez également bien sûr la SV 650S, et je mettrai également en concurrence la Ducati SS IE en version 900 cm3, qui elle aussi fait 80 chevaux, la plus radicale des trois étant bien sûr et de loin la Ducati.